Bonjour tout le monde. On est là pour parler du projet suprarégional d'analyse de drogue dans l'urine des personnes qui consomment. Je suis Pascal Leclerc de la Direction régionale de santé publique de Montréal. Je suis une des co-responsables du projet avec Carole Morissette, qui est médecin conseil aussi à la Direction régionale de santé publique, et Éric Langlois, qui est conseiller scientifique à l'INSPQ. Donc, je vais commencer par quelques mots sur l'historique, donc d'où vient le projet, vous expliquer brièvement comment on va faire le reste de l'activité, puis après, je vais passer la parole à mes collègues. Donc, le projet a commencé, en fait, en 2015, il y a un article qui est publié dans le Harm Reduction Journal qui dit qu'il y a un projet qui a été mené en Colombie-Britannique avec des participants qui ont été recrutés dans 17 sites à travers la Colombie-Britannique. Ils ont fait un court questionnaire et ils ont prélevé un échantillon d'urine. Donc, leur objectif était d'évaluer la prévalence du fentanyl à travers la Colombie-Britannique. On a trouvé ça intéressant comme approche. On en a discuté à Montréal avec nos partenaires communautaires, avec les laboratoires, et on en a parlé avec le BC-CDC qui avait mené le projet en Colombie-Britannique. Et on a développé un projet montréalais, donc une version adaptée, si on veut, c'est-à-dire qu'on avait un questionnaire très similaire à ce qu'eux avaient développé, mais on avait ajouté, plutôt que prendre la bandelette de détection du fentanyl qui était trempée dans l'échantillon d'urine, les laboratoires nous avaient dit, tant qu'à avoir l'échantillon, pourquoi ne pas le faire analyser de manière exhaustive avec nos techniques de laboratoire qui sont beaucoup plus complètes. On a fait ça. Donc, on a eu une première collecte en 2017 dans 10 organismes à Montréal. Puis, des 3 années suivantes, en collaboration dans un projet avec le BC-CDC, on aurait fait des collectes, donc 2018, 2019, 2020. Puis, en 2020, il y avait d'ailleurs à Laval aussi, où il y avait eu une participation. Donc, après ces 3 années de collecte, pendant ce temps-là, donc en 2020, Carole et Éric et moi, on s'est dit que ça serait intéressant, dans le cadre du financement des PODS, de soumettre un projet similaire pour le Québec. Donc, c'est ce qu'on a fait. Le projet a été déposé et accepté. C'est pour ça qu'on peut en parler avec vous aujourd'hui. Donc, la première année de collecte, c'était 2021. C'est l'année dont on va parler. On va regarder ces résultats-là aujourd'hui. Il y a eu 2022. La collecte vient juste de se terminer. Donc, on pourra vous en parler une autre fois. Et il nous reste une autre année de collecte en 2023. Donc, pour l'activité, ce qui s'en vient, on a séparé ça en 3 blocs. Bonjour. Le premier, ça va être Éric qui va nous présenter le volet suprarégional, donc le projet dans son ensemble, une partie des résultats. Puis après, il va y avoir 3 présentations qui vont venir de représentants des directions de santé publique qui participent au projet. Donc, David de la Mauricie, Marie de la région de la Capitale-Nationale et Nelson de Montréal. Alors voilà, après ça, on va avoir un bloc de questions. Donc, vous notez vos questions. C'est Carole qui va animer la période de questions à la fin. Donc, voilà, sur ce, Éric, je te cède la parole. Merci beaucoup. Donc, Éric Langlois, conseiller scientifique en matière de surdose et de drogue à l'Institut national de santé publique. Donc, coporteur, comme Pascal le disait à l'instant, avec Carole, de ce beau projet qu'on appelle PSADUC, de son petit nom, grand nom, projet suprarégional d'analyse de drogue, dans l'urine de personnes qui consomment au Québec. Donc, pour les 15 prochaines minutes, je vais m'attarder sur le volet suprarégional de ce projet. Et par la suite, on entrera plus du côté régional de la chose. Donc, la souris. On déplace la descente. Ah, voilà, merci. Donc, en guise d'introduction, contexte, notre approche et les partenariats. Donc, vous savez sans doute que traditionnellement, les drogues ne sont pas soumises à un contrôle de qualité sur le marché noir. À cette réalité, on connaît de nouvelles réalités à votre droite que vous connaissez sûrement pour plusieurs d'entre vous, donc un contenu qui est de plus en plus imprévisible des drogues qu'on trouve sur le marché noir, de nouvelles substances qui surgissent, des substances souvent plus puissantes que celles qu'on observait dans le passé, et le tout dans un contexte d'évolution rapide. Donc, l'ensemble de ces réalités, particulièrement des nouvelles, expose les consommateurs à un risque accru de surdose du fait que, de plus en plus, ils n'ont aucune certitude sur ce qu'ils consomment réellement. Ce faisant, dans une perspective d'adapter
les interventions et les messages de prévention à ces réalités, particulièrement les nouvelles, on doit pouvoir compter sur des données récentes. Et c'est ce sur quoi on a travaillé dans le cadre de ce projet. Donc, pour trouver ces données récentes, on est allé les chercher là où elles se trouvent, directement chez les consommateurs eux-mêmes. Donc, notre approche a été de recruter des consommateurs volontaires pour participer à l'étude en leur administrant un questionnaire d'une quarantaine de questions et en demandant un échantillon d'urine pour fin d'analyse. Ce qui nous a permis de documenter la consommation de drogue, l'expérience de surdose, l'utilisation des services en réduction des méfaits. Ce volet, on n'en parlera pas aujourd'hui, on va davantage se concentrer sur les deux autres volets. Donc, l'urine nous a permis de caractériser le contenu des drogues qui sont réellement consommées par nos participants. Et on a aussi documenté l'accord entre les substances qu'ils nous ont dit avoir consommées et ce qu'on retrouve réellement dans leur urine. Donc, cette approche-là, on l'applique une fois par année, 3 années successives. Donc, cette année, comme Pascal le disait à l'instant, les résultats de notre premier cycle de collecte en 2021. Pour ceux qui se posent la question à ce stade-ci, bonjour, les analyses ont été analysées les urines, ont été analysées dans un laboratoire spécialisé qui s'appelle le Centre de toxicologie du Québec à l'INSPQ. Et avec la technologie qu'ils ont, on est en mesure de détecter jusqu'à 200 substances différentes dans l'urine. Recrutement qui a eu lieu en septembre et octobre 2021. Nos critères étaient les suivants: être majeur, avoir consommé dans les 3 jours précédents, accepter de répondre à notre questionnaire et de fournir un échantillon d'urine, et on ne permettait qu'une seule participation par année. En échange de la contribution des consommateurs, on offrait une compensation financière à chacun d'entre eux, et finalement, le tout se faisait de façon totalement anonyme. Pour ce qui est des partenaires, c'est un projet, comme Pascal le mentionnait il y a 2 petites minutes, qui est porté par l'INSPQ et la Direction régionale de santé publique de Montréal, en collaboration avec plusieurs directions régionales de santé publique, donc celle-ci pour l'année 2021, il y en a encore plus pour 2021. Donc, ces directions régionales de santé publique avaient pour rôle de déployer et de coordonner le projet sur leur territoire. Et CDSP est en contact avec 28 organismes communautaires au total qui avaient pour rôle de recruter parmi leur clientèle des consommateurs volontaires pour participer à l'étude. Maintenant, profil de nos participants. Encore là, je passerai rapidement pour avoir un petit peu plus de temps sur les résultats. Donc, on a recruté 660 participants volontaires l'an dernier, en 2021. La majorité provenait de la région de Montréal, Capitale-Nationale et de la Mauricie, centre du Québec. La majorité étaient des hommes, 69% de nos participants, et la répartition en âge était relativement bien répartie, c'est le cas de le dire, parmi les différentes strates qu'on a ici à l'écran. Fait à noter, 31% de nos participants ne vivaient pas dans un endroit fixe. Pour ce qui est de leurs habitudes de consommation, la majorité nous ont dit consommer à tous les jours. 58% d'entre eux nous ont dit consommer seuls, souvent ou toujours. On se comprend dans une telle situation, la probabilité d'être secouru en cas de surdose est particulièrement réduite, donc risque ici. Et 35% de nos participants nous ont dit s'être injecté une drogue au moins une fois dans les 6 mois précédents. Expérience de surdose pour terminer dans le profil. Donc, dans les 6 derniers mois, 18 et 19% de nos participants ont été témoins d'une surdose de stimulants ou d'opioïdes, et 8% d'entre eux ont été eux-mêmes victimes d'une surdose d'opioïdes et 11% victimes d'une surdose de stimulants. Maintenant, on est arrivé. Quelques résultats, le mot-clé qui est important encore ici, j'insiste. On va s'attarder davantage sur les résultats dans l'urine. On vous a sorti ce qui nous apparaissait le plus pertinent pour un auditoire comme vous aujourd'hui. On ne pourra pas passer au travers de tout, mais je crois que vous aurez un bon aperçu des résultats qu'on a obtenus. Donc, juste avant de passer dans l'urine, on regarde les principales substances qui ont été rapportées consommées dans les 3 derniers jours par nos participants. Sans surprise, le cannabis sort en premier, suivi en vert de plusieurs stimulants. En premier lieu, speed et cocaïne, peu importe la forme.
S'ensuit deux substances ou catégories de substances en orange qui sont des dépresseurs, donc hydromorphone et benzodiazépine. Et à la fin de la figure, tout au bas, on a cristalmètre et méthamphétamine. Donc, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'il y a dans l'urine de ces mêmes personnes? Méthamphétamine sort très fort, presque 70% de nos consommateurs. Or, on vient tout juste de dire que méthamphétamine sort dernier ici. Donc, un écart considérable que je n'expliquerai pas tout de suite, mais vous allez voir dans quelques minutes, on a une réponse pour expliquer ça. Donc, on voit encore une fois que méthamphétamine et cocaïne sortent très, très fort. Dans presque 70% de nos participants, on retrouve l'une ou l'autre ou les deux. Visiblement, nettement plus que des dépresseurs. Les dépresseurs étant encore ici en orange, donc je les nomme pour le besoin de la cause. Benzodiazépine, hydromorphone, dans l'ordre, méthadone et en dernier lieu, fentanyl. Je vous répète, là, ce sont les principales substances. Il y en aura d'autres. On va y revenir dans 2 slides, je pense. Donc, ah oui, en haut à droite, on ne le voit pas très bien. 50 substances différentes ont été identifiées parmi nos 660 participants. Donc, lorsqu'on regroupe toutes ces 50 substances-là qu'on a identifiées, qu'on a détectées chez nos participants, lorsqu'on les regroupe par famille, on observe ce qui suit. Chez 94% de nos participants, on a détecté au moins un stimulant, principalement une amphétamine ou de la cocaïne. Lorsqu'on compare ça aux dépresseurs, on en a trouvé des dépresseurs, au moins des dépresseurs, chez seulement 37% de nos participants, donc un écart qui est quand même considérable. La majorité du temps, ce qu'on retrouvait comme dépresseurs, c'était soit des opiacés, des benzos ou du fentanyl. On a retrouvé à faible fréquence chez nos consommateurs des perturbateurs ou des hallucinogènes, mais on a quand même trouvé des agents de couple chez 29% de nos participants. Donc, on revient ici dans les substances détectées dans l'urine, une sélection qu'on a fait de substances qu'on a jugées d'intérêt peut-être pour un auditoire comme vous. Donc, ont été détectées à une fréquence moins grande dans moins de 4% de nos participants. En orange, encore une fois, les dépresseurs, je vous les nomme, acétylfentanyl, héroïne, carfentanyl, fluelprazolam étant une benzodiazépine de son côté. On a trouvé un stimulant intéressant, la MDMA. Tout le monde connaît la MDMA. On l'a trouvé vraiment à une faible fréquence, seulement à 18 reprises parmi nos 660 participants. On a retrouvé la kétamine à 7 reprises et de la xylazine à 5 reprises. Pour pousser plus loin, à votre droite, des détections qu'on pourrait qualifier d'anecdotiques. Je les présente rapidement. 2 analogues de fentanyl et isolant. Quand je dis anecdotique, c'est détecté à 1, 2 ou 3 reprises sur 660. Donc, 2 analogues du fentanyl, les isolants, cannabinoïdes de synthèse et des catinones que certains aussi appellent sel de bain. Et on a inclus l'isotonitazène avec un petit astérix. Le petit astérix étant pour dire non, on n'en a pas retrouvé. C'est effectivement moins qu'anecdotique. Il y en avait 0 chez nos participants. Donc, voilà. On continue. Oui, donc pour le nombre de substances par participant que nous avons détectées dans l'urine, donc on a une répartition ici. Observation quand même intéressante, chez 59% de nos participants, on a détecté 4 substances ou plus. Donc quand on parle, en fait, on parle de plus en plus du phénomène de polyconsommation, donc on a une illustration qui est quand même bien claire ici. On a 7 ou plus, hein? Et si je me souviens bien, ça pouvait monter jusqu'à 11. Suivant. Donc, je suis dans les temps, Pascal? 5 minutes, c'est parti. Autre volet de notre étude, on a examiné la correspondance entre les substances que les personnes, les participants ont affirmé avoir consommées dans les 3 jours précédents versus ce qu'on a détecté dans leur urine. On commence avec le speed. Le speed étant un nom de rue dans l'esprit collectif. Pour le speed, on pense à amphétamine, une amphétamine ou de l'amphétamine pour plusieurs. Voici ce qu'on a trouvé, je lis avec vous. Parmi les personnes qui rapportent avoir consommé du speed, j'ai pas le goût de ma part, on a retrouvé
de la méthamphétamine dans 94% des cas et presque jamais d'amphétamine ou de MDMA. Donc, sur cette base, on peut dire qu'effectivement, le speed consommé au Québec serait une amphétamine et que cette amphétamine, c'est la méthamphétamine, ce qui vient donc expliquer l'écart qu'on a vu tantôt entre ce que les gens ont dit qu'ils avaient consommé versus ce qu'on a détecté dans l'urine. L'écart s'explique par ça ici, étant donné le N qui est quand même majeur, 331 participants. Donc, à ce qu'ils avaient affirmé avoir consommé, on ajoute ces 331 participants et c'est là qu'on arrive à un fort résultat dans l'urine. Dans le même esprit, l'ecstasy encore un nom de rue. Pour plusieurs, l'ecstasy rime encore avec MDMA. Alors, voici ce qu'on a trouvé. Parmi les personnes qui rapportent avoir consommé de l'ecstasy, on retrouve de la meth dans plus de 87% des cas, mais de la MDMA dans seulement 41% des cas. Donc, on ne peut pas affirmer que l'ecstasy est toujours de la MDMA. Visiblement, il semble y en avoir parfois, mais souvent aussi, ça pourrait être, ou c'est sûrement de la meth. Donc, il faut avoir ça en tête. Ecstasy ne rime pas nécessairement avec MDMA. Du côté du fentanyl, parmi les personnes chez qui du fentanyl, cette fois, a été détecté dans l'urine, on parle de 67 personnes, il y en a la moitié environ qui nous ont dit qu'ils n'en avaient pas consommé. Donc, la moitié de ces personnes auraient consommé du fentanyl à leur insu. On continue avec le fentanyl. Il a été détecté dans l'urine de 68% des personnes qui ont dit avoir pris de l'héroïne. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de là? Il y a une forte association entre la détection de fentanyl et la consommation d'héroïne, que ce soit volontaire ou que ce soit à l'insu. Il y a quand même une très forte association à faire ici. Ça, on va sauter. Si vous avez des questions, on pourra toujours y répondre pendant la période de questions. Maintenant, en guise de conclusion, nous avons généré, dans le cadre de ce projet, une grande quantité de nouvelles données, de nouvelles connaissances. On en a eu un tout petit aperçu ici. Je vous permets de voir, là, on croule sous les données. Donc, ces retombées sont, comment dire, illustrent davantage l'ensemble du projet que les quelques résultats qu'on vous a fournis ici. Donc, des données qui sont utiles, qui sont récentes, qui sont mises à jour sur une base annuelle, sont représentatives de chacune des régions qui ont participé, oui, et on a communiqué ces résultats-là directement sur les lieux de collecte de façon à ce que les intervenants puissent se les approprier et justement adapter leur message de prévention et renforcer leurs interventions. Donc, c'est un peu ce que j'allais dire. Ces données permettront et ont déjà permis jusqu'à un certain point d'ajuster les messages de prévention, de guider et de même renforcer les interventions en prévention des surdoses et en réduction des méfaits et de favoriser ultimement le pouvoir d'agir des personnes qui consomment en leur transmettant une information qui est non seulement récente, mais qui est aussi fiable. Donc, ce qui met la table à nos prochains présentateurs qui, eux, viendront poursuivre ceci. Donc, ils nous parleront des retombées qu'ont eu ce projet-là dans leur région. On commence avec David, hein? Mauricie, c'est bien ça? C'est à toi, David. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est David Lavigne, je suis à PPR, donc pour la Direction de santé publique Mauricie et Centre du Québec. Et comme on vient de le dire, donc, je vais venir un peu vous présenter là, un peu plus en détail ce qui s'est fait là, sur notre territoire. Alors, au niveau du nombre de participants, on le disait tout à l'heure, donc au niveau suprarégional, 660 personnes, et on était très satisfaits parce qu'au niveau de la MCQ, on avait quand même 129 participants. Donc, à travers les différentes régions, de Shawinigan jusqu'à Drummondville, c'est là qu'on a réussi à faire notre recrutement. Il y a eu de nombreuses retombées et on a pu utiliser ces fameuses données-là. On va débuter avec les organismes communautaires du territoire. Donc, les gens se sont dit très satisfaits, très satisfaits d'avoir accès à ces résultats. Je me suis déplacé donc dans chacun des territoires pour aller faire moi-même la présentation aux organismes. Et à la fin, complètement, on avait un sondage d'appréciation. Donc, il y a eu 24 répondants et il y avait essentiellement 3 questions importantes. Donc, est-ce que cette présentation-là vous apporte de nouvelles connaissances, vous amène à adapter des messages de prévention et est-ce que la présentation m'amène à renforcer mes interventions en réduction des méfaits? Alors, les gens se sont dit tout à fait d'accord ou plutôt d'accord à 96 %, ce qui est excellent.
Toujours au niveau des retombées, on parlait au point numéro 2, donc forte motivation à poursuivre l'étude pour une deuxième année. Donc, on a même recruté là, un organisme supplémentaire. Donc, on était à 7 organismes qui faisaient la cueillette sur le territoire. Troisième point, meilleure connaissance de ce qui se passe sur le terrain. Donc, je vais vous amener quelques données aussi, là, qui, je l'espère, ne seront pas trop écrasantes, mais qui vont vous permettre de comprendre ce qui se passe sur notre territoire. Il y avait une des questions, c'était quelles sont les substances que vous avez consommées dans les 3 derniers jours. Alors, si on regarde au niveau du fameux SPID, au niveau suprarégional, on était à 51 on tombe Mauricie-Centre du Québec, 75 au niveau du fentanyl, Supra 7 et Mauricie-Centre du Québec à 11 On est allé voir par la suite, donc, les substances détectées dans l'urine par substance pour voir si c'était valide avec ce que les gens avaient répondu. Méthamphétamine, on tombait pour notre région à 79 et fentanyl, 10 C'est sûr qu'on se questionnait parce que sur notre territoire, on a découvert de la fentanyl dans la région de Bécancour et de Trois-Rivières uniquement. Et on se demandait, c'était-tu de la contamination? Est-ce que les gens étaient au courant de ce qu'ils prenaient? Et dans la très forte majorité des cas, ce qu'on a découvert, c'est que les gens étaient au courant qu'ils avaient consommé du fentanyl. Donc, soit par patch, prescription et tout ça, les gens le savaient. Donc, on est un peu dans une zone différente de certaines régions comme Montréal, où là, il y avait une contamination au niveau des produits qui étaient utilisés. Toujours au niveau des connaissances sur le terrain, donc, on est allé voir le milieu de vie. Donc, où habitez-vous? Les personnes qui vivaient en maison, appartement, seules, 28 au suprarégional, mais 42 au niveau de la Mauricie-Centre du Québec. Donc, ça, nous, on va être attentifs à ça, donc, parce que plus il y a d'individus qui vivent seuls, plus de risques de surdose aussi, puis qu'ils se fassent retrouver seulement une fois qu'ils vont être décédés. Et pas d'endroit fixe, 31 suprarégional, alors qu'on tombait à 11 au niveau de notre région. Les changements observés dans les 6 derniers mois, on a demandé aux gens, avez-vous vu des changements dans ce que vous avez consommé? Et là, c'est sûr que la pandémie, malheureusement, a eu son effet. Au niveau toujours de la substance la plus consommée, quand on parlait de la disponibilité des produits, les gens nous ont répondu une baisse de 25 et quand on parlait de qualité de produit, une baisse de 37 Donc, les gens disaient souvent, il faut que je prenne des quantités pas mal plus importantes pour avoir le buzz ou l'effet désiré. Toujours sur le terrain, donc, on avait une question très intéressante qui disait, si je te disais aujourd'hui que tu avais un test positif au fentanyl, est-ce que ça changerait quelque chose sur ta consommation? Les gens qui ont répondu non, je ne changerai pas ma quantité, suprarégional 26, mais chez nous, on était à 34 Donc, qui seraient au courant qu'il y avait du fentanyl puis qui nous diraient non, moi, je l'ai payé, je la prends pareil. Fait que nous, on doit garder ça quand même en tête au niveau de la santé publique pour pouvoir intervenir plus efficacement dans le futur. On est toujours dans nos organismes communautaires. On visait vraiment, donc, les gens nous ont parlé d'une amélioration et d'un ajustement de nos messages de prévention. Alors, ça, c'est des données que j'ai eues dans les questionnaires qu'on avait remis au niveau des intervenants. Les gens ont dit, les résultats du projet vont m'amener à adapter les messages de prévention, parler encore de la prévention des surdoses et de substances altérées. Et on avait aussi donc un commentaire qui revenait souvent, qui était, les résultats du projet vont m'amener à changer la qualité et la justesse des informations sur la réelle nature, sur la composition des substances que l'on retrouve dans la rue. 5e point, permet de corriger les fausses impressions. Présence de consommation et consommation de fentanyl. Donc, ça nous permet de mieux expliquer ce qui se passe sur notre territoire parce qu'on n'est pas Montréal et on n'est pas Québec. On est en plein milieu et il y a des distinctions qu'il faut faire. On ne voulait pas donner n'importe quel message non plus aux consommateurs. Présence de méthamphétamine, on sait que c'est excessivement haut. Donc, à ce moment-là, ça aussi, là, ça fait partie des messages de réduction des méfaits de prévention qu'on a à faire. Et utilisation des trousses de naloxone. Donc, il y a des gens un peu chez nous qui se pètent les bretelles, qui disaient « Ah, nous autres, 80 du monde ont des trousses de naloxone. » C'est pas ça. On parle d'un 41 donc on doit suivre la parade et faire attention au niveau d'une meilleure distribution de nos trousses. Au niveau des organismes communautaires, toujours, infos qui permettent aux consommateurs de faire des choix plus éclairés. C'est quoi qui circule, les risques pour la santé, prévention des surdoses, et comment on va favoriser la discussion entre les intervenants et les utilisateurs de substances. Donc, beaucoup en ont profité pendant qu'ils remplissaient le questionnaire pour donner de l'information pour prévenir de futures surdoses. On a aussi des retombées pour la direction de santé publique, très utile pour aider à la prise de décision face à de nouveaux services chez nous. Fait que là, on est en train de consulter nos partenaires pour l'achat d'un appareil d'analyse de substances,
développement d'un centre de prévention des surdoses et un projet pilote concernant l'utilisation de bandelettes de détection de fentanyl. On s'en va dans cette direction-là. Et l'étude nous permet aussi de faire du pushing pour aller explorer ces terrains-là. Deuxième élément, ajuster nos interventions selon les particularités et les variations géographiques. On doit augmenter le nombre de distributeurs de trousses de naloxone, puis on doit encourager aussi la participation des pères aidants, parce que, comme partout ailleurs, il y a un manque d'employés dans nos organismes communautaires, et le fait de pouvoir travailler avec des pères aidants, ça va être un plus pour nos organisations. Et troisièmement, donc, base de données qui permet de creuser davantage certaines particularités. Exemple, on disait tantôt, qui sont nos consommateurs de fentanyl? C'est plus des patchs, de la médication, où ils réussissent à trouver ces produits-là. On va pouvoir aller un petit peu plus en profondeur et on va faire un suivi de l'évolution sur plusieurs années. Donc, ça, c'est encourageant. On va voir s'il y a des changements avec le temps. Donc, en gros, information hyper pertinente, très utile pour nous comme DSP, mais aussi pour nos partenaires. On est à notre deuxième année de collecte, à suivre pour les résultats. On sera peut-être là l'année prochaine pour vous présenter tout ça, on l'espère. Et donc, je passe la POC à ma collègue Marie-Lie qui va venir vous parler de ce qui se passe au niveau du CIUS de la capitale nationale. Merci. Bonjour, moi c'est Marie-Lie, je suis à PPR pour la direction de santé publique de la capitale nationale. Donc, nous, pour la capitale nationale, en fait, notre échantillon était de 80 participants. Ce n'était pas énorme et malheureusement, c'était un peu trop petit pour nous permettre d'extrapoler les conclusions par rapport à l'analyse des substances dans l'urine, ou du moins, on avait quand même des données pertinentes, mais on ne pouvait pas nécessairement les publier ou les communiquer justement à cause du petit échantillon. Par contre, on avait quand même des données vraiment, un portrait vraiment très intéressant par rapport aux données quant à l'utilisation des services en réduction des méfaits et en prévention des surdoses. Donc, conjointement, en fait, à l'obtention de ces données-là par rapport à nos activités, on a profité du projet, en fait, pour ouvrir la discussion avec les organismes, les intervenants, les usagers. Puis, on a pu finalement, à la lumière des informations obtenues en discutant sur le terrain, puis avec les données obtenues grâce au projet, avoir des informations super pertinentes. Récemment, il y a quelques semaines, mois, probablement qu'il y en a qui sont au courant, il y a eu la stratégie nationale de prévention des surdoses des substances psychoactives qui est sortie. Donc, cette stratégie-là arrivait un peu en même temps que les résultats du projet. On s'est dit, ça tombe bien, on va pouvoir se servir des résultats, en fait, pour développer des actions en cohérence avec cette stratégie-là. Donc, cette stratégie-là, son objectif, en fait, c'est de réduire les surdoses des substances psychoactives. Et comment elle veut faire ça, en fait, c'est dans un premier temps en consolidant les actions qui ont déjà été mises en place lors de la stratégie précédente et aussi en implantant des nouvelles mesures en fonction finalement des besoins émergents et de la réalité actuelle sur le terrain. Donc, c'est ça. On voulait, nous, venir justement développer des actions en cohérence avec cette stratégie-là. Évidemment, le développement d'actions, ça ne se fait pas au hasard. Donc, les données du PSADUC, conjointement à d'autres données auxquelles on a accès aussi, nous ont servi un peu de levier. Puis je dis nous ont servi, mais vont nous servir parce que la majorité du travail n'est pas encore faite. Mais bref, on nous permet d'évaluer est-ce que la clientèle elle est bien rejointe? Si oui, est-ce qu'elle est rejointe de la bonne façon? Ça va nous permettre aussi d'évaluer les retombées des actions qui sont en place, puis finalement d'orienter les actions à venir. Donc, je vous ai sorti quelques exemples. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, d'autant plus qu'il y a plusieurs actions qui sont à venir, mais j'ai sélectionné 3 exemples en regard de leur pertinence pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, dans le questionnaire, par rapport aux questions, on avait une question, on a fait plusieurs questions finalement concernant l'analoxone. Il y en avait une, en fait, c'était de demander, avez-vous une trousse de naloxone? Donc, on voulait savoir si les gens possédaient de la naloxone. Comme vous pouvez voir, on a 62 des gens qui ont répondu avoir une trousse de naloxone avec eux. On a 20 qui ont répondu qu'ils n'en avaient pas, qui n'en voulaient pas. Puis, on a 18 qui ont répondu qu'ils n'en avaient pas, mais qui aimeraient en avoir. Ce qui est intéressant de voir dans ces données-là, en fait, c'est que parmi les gens qui ont répondu non, donc autant ceux qui n'en avaient pas et qui n'en voulaient pas que ceux qui n'en avaient pas, mais qui en voudraient, finalement, il y avait vraiment un manque de connaissances au niveau de la naloxone. On se rendait compte que les gens qui disaient « non, j'en ai pas puis j'en veux pas », souvent c'est parce qu'ils ne se sentaient pas concernés. Là, quand on ouvre la discussion, on se rend compte que finalement, ils ne se sentent pas concernés, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas la réelle efficacité de la naloxone. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu constater à ce niveau-là. C'est quand même important, un 38 des gens qui finalement, c'est peut-être pas le 38 entier, mais c'était une bonne majorité qui finalement ne savait pas trop c'était quoi la naloxone.
Ça, nous, ça nous a amené vraiment des questionnements parce qu'on met énormément d'énergie puis de ressources dans l'accessibilité à l'analoxone. Puis là, on s'est dit, mais crime, si il y a de l'analoxone à tous les coins de rue, finalement, mais que les usagers ne savent pas à quoi ça sert, bien, ils vont passer à côté puis ils ne l'apprendront pas. Fait qu'on est dans des réflexions actuellement à savoir un peu comment on pourrait faire pour sensibiliser les gens sur le terrain, c'est-à-dire les usagers. On a déjà commencé quelques démarches, notamment on a passé un questionnaire auprès des organismes pour voir un peu est-ce qu'il y a des outils promotionnels qui pourraient vous servir, par exemple un macaron à mettre sur un sac, peut-être pour un peu susciter les questions puis faciliter en fait la conversation sur le terrain. Donc, ça, c'est vraiment une piste d'action. Comme je dis, on est encore beaucoup en réflexion par rapport à ça. Ensuite de ça, il y avait une des questions qui suivait, c'était de demander aux gens, est-ce que dans les 6 derniers mois, vous avez eu la difficulté à obtenir une trousse de naloxone? On a un 68% des répondants qui ont répondu ne pas avoir eu de difficultés, puis on a 32% qui ont répondu avoir eu des difficultés. Là, 32%, c'est pas tant que ça, mais nous, on trouvait quand même que c'était beaucoup compte tenu de tous les efforts qu'on met justement, comme je disais tout à l'heure, pour rendre la naloxone accessible. Fait qu'on s'est penché un peu plus sur c'est quoi plus concrètement les difficultés qui sont rencontrées dans l'accès à la naloxone. Donc, il y a les 3 points suivants. Donc, d'abord, il y en a qui ne ressentaient pas le besoin d'avoir de la naloxone. Ensuite, il y en a qui disaient je ne sais juste pas où en trouver. Puis finalement, il y en a qui disaient bien, l'endroit où je peux en obtenir est trop loin de chez moi. Les 2 premiers points reviennent un peu à ce que j'ai présenté précédemment, un peu un manque de connaissances peut-être de. Les gens ne savent pas nécessairement la naloxone, à quoi ça sert, savent que ça existe, ne se sentent pas concernés. Donc, il y a quelque chose à faire de ce niveau-là. Puis, le 3e point, met en lumière une particularité qu'on a. On n'est pas la seule région à l'avoir, évidemment. Mais nous, on a beaucoup de régions un peu rurales ou périurbaines là, dans la capitale nationale. Donc, on s'est dit peut-être qu'on concentre beaucoup nos efforts finalement en basse ville, mais qu'on devrait aller un peu plus en périphérie. Donc, c'est ce qu'on a fait. Nous, annuellement, en fait, on lance comme des appels d'offres pour signer des ententes avec des organismes communautaires redistributeurs de naloxone. Cette année, on a essayé de cibler surtout des organismes là, qui étaient en périphérie, c'est-à-dire dans Port-Neuf, dans Charlevoix, pour justement rapprocher l'offre de services des personnes qui sont peut-être un petit peu plus loin. Et finalement, le 3e exemple que je trouvais pertinent de présenter, c'était par rapport à la possession d'un téléphone cellulaire. Donc, on demandait aux gens, est-ce que vous possédez un téléphone cellulaire? On a 70% qui ont répondu oui, un 30% qui ont répondu non. Ce n'est pas tant que ça, 30%. Par contre, quand, encore une fois, on questionne, on se rend compte que le 70% qui possèdent un cellulaire, la grande majorité, c'est un cellulaire qui est parfois pas fonctionnel ou qui est fonctionnel, il n'y a pas de carte SIM, ils n'ont pas accès à Internet. Donc, finalement, on se dit, bon, ils ont un cellulaire, mais dans quelle mesure ils peuvent l'utiliser? Et là, ça, nous, en fait, ça nous a soulevé un enjeu qui est que dans les dernières années, on a beaucoup utilisé les codes QR dans nos communications, dans nos campagnes destinées au terrain. Et pour ceux que j'imagine, vous savez pas mal tout c'est quoi un code QR, mais finalement, c'est de prendre ton téléphone, de pointer l'appareil photo sur le code, puis ça te sort une page Internet là, avec les informations que tu veux communiquer. Mais là, on se dit, si on utilise les codes QR pour communiquer l'information à des gens qui finalement n'ont peut-être pas de cellulaire qui leur permet d'aller chercher cette information-là, on a peut-être une problématique. Donc, c'est ça. Ça, c'est vraiment un enjeu là, qu'on a pu soulever avec cette question-là, puis qu'on devra réfléchir justement à notre façon là, de transmettre l'information pour bien rejoindre les gens. Donc, c'est ça, c'est nos trois exemples pour la capitale nationale, mais évidemment, là, comme j'ai dit d'entrée de jeu, ce n'est pas exhaustif, puis on pourra développer davantage dans les mois à venir. Donc, je vais prêter la parole à mon collègue Nelson. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Nelson Alda de la Direction régionale de santé publique de Montréal. Moi, je vous ai invité à un voyage à travers le temps et l'espace à bord du vaisseau qu'on a baptisé le Psaduc. Mais sans farce, donc, je vais vous présenter ma séance s'intitulée « Variabilité spatio-temporelle des comportements de consommation de drogue à Montréal, adapter les stratégies de réduction des méfaits en employant les données du Psaduc ». Donc, les objectifs spécifiques de ma présentation, ça va être tout d'abord de présenter la variabilité intra-régionale, donc de Montréal, des données du Psaduc, présenter l'évolution dans le temps des comportements de consommation des substances psychoactives présentes à Montréal. Puis finalement, on va explorer le potentiel des données du Psaduc, adapter les stratégies de réduction des méfaits et de prévention des surdoses de manière dynamique
et à un niveau micro-local. Pour ce qui est du bilan de la collecte de Montréal, comme mon collègue Éric l'a présenté, Montréal, on a eu plus du tiers, donc des 660. Fait que même les résultats que vous avez vus plus tôt sont très influencés statistiquement par les résultats de Montréal. On fait gonfler certaines variables. Donc, on a eu 261 participants, on a eu 8 organismes. Déjà, même avant que le projet commence, on peut déjà, comment je pourrais dire ça, je biaise, si on veut, les résultats déjà par la stratégie de qui je veux cibler comme organisme. Et comme je parle de variabilité, moi, quand je cible les organismes qui vont participer, c'est très important de couvrir ce que je peux appeler une plus grande superficie de ce qu'on appelait avant la communauté urbaine de Montréal. Je ne parle pas d'extrême est ou extrême ouest, donc c'est très important d'avoir le nord. On avait Rap Jeunesse, donc on parle d'Annecy. On vient un peu plus vers le centre, on a plein de lieux. J'aurais aimé ça d'en avoir d'autres, mais en 2021, ça n'a pas été possible. On arrive au centre-ville. Bon, là, on a les specs, cactus, réseau. Le très important, on voulait du monde de l'Ouest. On est allé avec Trac et Maison Labre. Et puis à l'Est, on a Dopamine. Donc, on voulait essayer de couvrir un peu parce que, bon, comme vous allez voir, c'est différentes réalités également. Donc, déjà, même avant de partir, d'avoir le premier participant de collecter, c'est une stratégie qu'on voulait adopter. Donc, je t'ai nommé à peu près les 8 organismes participants. Pour ce qui est de la variabilité intra-régionale, donc, au sein d'une même région, on peut y lister différentes réalités quant à la présence et à l'utilisation des substances psychoactives. Cette variabilité spatiale-là est due par divers facteurs. Premièrement, contrôle local du marché clandestin des drogues qui va influencer l'environnement socio-économique, donc du quartier où est-ce que l'organisme est, l'environnement physique, et puis l'environnement social ou culturel. Donc, c'est tout des, je ne tomberai pas dans les détails là-dedans, mais en gros, c'est environ ce qui peut influencer. Puis, je vais vous donner quelques exemples. Ici, donc, j'ai un tableau, vous avez donc la donnée pour Montréal, en gros, un organisme X que j'ai gardé anonyme, et puis un organisme Y, donc de 2 quartiers différents. Si on regarde la variable, qui est donc la situation résidentielle, pas d'emploi fixe, on a 49 pour Montréal, qui est quand même, je pense, un chiffre qu'on retrouve dans pas mal de recherches à Montréal. Si on va dans un organisme X, on est à 63 %. Et puis si on va dans l'organisme Y qui est dans un autre quartier, on est à 36 %. Pratiquement pas 2 fois, là, mais on voit donc ça, c'est donc très différent au niveau, si on veut, données sociodémographiques au niveau des participants. Pour ce qui est de l'injection de drogue, encore une fois, on avait, je pense, Éric présentait à 35 % pour Montréal, on a 51 %. Encore une fois, par rapport de tout notre échantillon. Organisme X, 84 %. Donc, je parlais tantôt environnement physique. C'est sûr, certains exemples, environnement physique. Est-ce qu'il y a un SCS proche dans ce quartier-là? Là, c'est sûr et certain que ça va influencer un peu la prévalence donc, de l'injection. Certains biais aussi. Donc, c'est sûr que si on recrute dans un SCS, on risque d'avoir plus de personnes qui s'injectent. Organisme Y, et souvent, ce n'est pas toujours les deux mêmes. Hein. Donc, je vais juste comparer. Sans ça serait bien trop facile, mais croyez-moi, ce n'est pas toujours les deux mêmes. Donc, organisme Y, on a 12 % ou moins d'injecteurs. Donc, déjà là, on voit une grosse différence au niveau du mode de consommation. Si on regarde par rapport aux substances rapportées, on a sensiblement le même portrait dans l'ordre qu'au niveau provincial. On regarde Montréal, 5 minutes, et puis je vais faire ça vite. C'est pas mon genre de faire ça vite, mais bon. Et donc, organisme X, on voit, il n'y a pas pour le crack, pas beaucoup de différence, mais bon, certains 72, méthamphétamine, speed, on a vu la problématique tantôt du speed, donc on ne voit pas là-dedans, c'est la même réalité pour Montréal, juste pour vous dire. Quand le monde dit ce qui consomme du speed, dans le fond, c'est de la méthamphétamine. Toutefois, où est-ce qu'on voit une énorme différence, c'est quand on arrive donc dans substance un petit peu plus, donc opiacé, on voit hydromorphone, 29 Montréal, 53, organisme X, 3 %. Donc, organisme Y, héroïne. Donc, pas mal X, 26 %, 3 %, puis fentanyl, 0. Et même cocaïne. Quand je dis cocaïne en poudre. Donc, souvent de la cocaïne à Montréal en poudre, parmi la population avec laquelle on travaille, ils se l'injectent. C'est peut-être ça que donc, ça a l'air aller avec l'injection aussi. Donc, les substances qui sont traditionnellement injectées sont moins fortes à l'organisme Y. Par rapport au détecté, bon, je vais y aller vite fait, un peu la même chose, vous voyez, 66 % de la méthamphétamine, on a encore nos stimulants. Quoi qu'on en dise, je le dis toujours, Montréal demeure une ville de stimulants, même si on met beaucoup d'emphase sur les opiacés, fentanyl et tout ça, les substances les plus prévalentes depuis
Depuis que Carole a commencé à travailler, reste les stimulants. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Donc, vous voyez, donc, cette année, 38%. Donc, détecté, je pense qu'on a la majorité avec MCQ, mais MCQ, c'est beaucoup fentanyl en teinte. Nous, on a beaucoup de fentanyl en poudre, donc produit clandestinement. Morphine, Cadian, MS Long, etc., ils font 23%. Héroïne, 13%. Je pense qu'on a la majorité de l'héroïne aussi du projet suprarégional. Je vais vous parler aussi de la variabilité temporelle. Nous, ce qui est intéressant, comme Pascal l'a mentionné, c'est qu'on fait ce projet-là depuis 2017. Donc, contrairement à d'autres régions, on peut commencer à comparer des données d'année en année. Puis ça, ce que je voulais faire aussi avec ça, c'est pour vous démontrer que ce projet-là va avoir ce potentiel-là aussi. On va pouvoir suivre des tendances, si on veut, à travers le temps pour le projet suprarégional et chaque région va pouvoir le faire aussi. C'est super intéressant pour la planification, donc de certaines stratégies de réduction des effets. Donc, comme je dis, ça évolue à travers le temps. Encore une fois, c'est quoi les facteurs, les changements macro dans la production et distribution de drogue clandestine? Disponibilité et accessibilité locale. Deux affaires différentes. Ce n'est pas nécessairement à cause qu'une drogue est disponible qu'elle est accessible. Donc, c'est souvent deux trucs. Exemple, cocaïne en poudre, elle est disponible, elle a des numéros de téléphone, donc c'est pour rappeler, etc. Donc, l'accessibilité peut descendre. Puis aussi, il ne faut pas oublier, il ne faut pas tomber dans un déterminisme de marché, même si c'est très important que la drogue soit disponible à consommer. Il y a quand même des préférences générationnelles et sous-culturelles. Puis on le voit tranquillement à travers le temps, les habitudes et puis les préférences vont changer à travers. Je ne rentrerai pas dans les détails, parce que je sais qu'elle va me montrer en 2 minutes dans pas long. Donc, et ça, on voit le bleu, c'est 2019, orange 2020, gris 2021, donc l'année dernière. Il ne faut pas oublier qu'on a eu sensiblement les mêmes organismes. On essaie de les garder aussi, là, donc bon, c'est pas, mais ça, je pense que ça représente bien. On voit le crack, pas trop changé. Parce qu'on voit une différence, méthamphétamine. Et c'est rapporté, là, parce que quand on va le voir, quand on va détecter, on va voir que ça monte encore plus. On voit que ça a monté à peu près de 13%, donc depuis 2020. La cocaïne en poudre descend. Je pense qu'on a, pour ceux qui travaillent en intervention à Montréal, on a une population vieillissante aussi d'injecteurs de cocaïne. À un moment donné, quand tu es rendu à 60 ans, faire 8 litres de coke par jour, ça commence à être un petit peu difficile. L'héroïne, pratiquement par 2 en 2021. Et le fentanyl, on a eu un jump. Donc, ça, c'est rapporté. Donc, en 2020-2021, moi, je mets un petit astérix là-dessus. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y en a plus. Moi, je pense que les personnes ils se sont dit, fuck it, c'est du fentanyl. Ils ont juste accepté le fait que ce n'est pas de l'héroïne. T'en as-tu consommé? Oui, je l'ai consommé. Donc, ça, c'est mon hypothèse. Par rapport, on le voit dans le détecté, on va commencer beaucoup plus fort, puis bon, constant, la méthamphétamine, benzodiazépine. On parle de tous les phénomènes aussi de benzodiazépine non commercialisés, même si ça n'avait pas beaucoup. Fentanyl, ça a doublé. Donc, ça semble stable. On va voir en 2022, on est passé de 10 environ 20 pour 2020-2021. Puis l'héroïne, c'est la dégringolade totale. Donc, on est passé de... Et ça, on parle de détecté. Donc, on est passé de 23-31 à 6% d'héroïne. Si on parle une minute, OK, je dois aller vite. Donc, il faut que je parle des surdoses. On voit l'évolution des surdoses de piacé ici, 7, 13, 18. Mais moi, encore plus important, ce que je veux vous montrer, c'est les surdoses involontaires de stimulants. 8, 6, 14. 2021, on est passé de 6% à 14%, quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup. Donc, finalement, bon, ce n'est pas un phénomène statique, la consommation. Puis, comme les données le démontrent, il existe une grande variabilité spatio-temporelle au sein d'un même territoire. On parle de 8 km, des fois 5 km, donc entre les quartiers. Donc, les stratégies de réduction des méfaits de prévention de surdose ne devraient pas suivre un modèle de one size fits all. On parle de stratégie nationale de surdose. Il y a quelque chose quasiment de paradoxal avec ce que je présente ici, là. Donc, les données du PSADUC vont permettre d'évaluer dans un premier temps les besoins à un niveau micro-local, puis ainsi développer et bonifier les stratégies de réduction des méfaits de prévention des surdoses. Dans un deuxième temps, les données du PSADUC permettront de suivre l'évolution des comportements de consommation et de la présence de diverses substances à travers le temps, permettant ainsi aux divers acteurs d'ajuster les diverses interventions un peu plus en temps réel. Oh.
Préparez vos questions. Dans quelques minutes, on va continuer l'échange. J'invite Valérie à se joindre à moi pour aider au niveau des échanges, parce qu'on a des amis en virtuel, en ligne, et puis on va faire l'échange aussi avec vous. Donc, peut-être juste garder la page. Oui, bien là, ça demande si le PowerPoint va être disponible. Oui, éventuellement, par la suite, avec quand la vidéo sera prête. Donc, je vais faire des remerciements en premier lieu aux participants de l'étude. Vous avez vu, là, il y a eu quand même une très belle participation des personnes qui consomment. Puis, on continue à penser qu'on va avoir aussi une très belle participation dans la prochaine année. Tous les recruteurs, les organismes communautaires qui se sont engagés dans cette aventure-là, surtout ceux qui commençaient la collecte, et évidemment, les organismes qui nous subventionnent, soit le ministère de la Santé et Santé Canada. Oui. C'est ça, je ne suis pas capable de changer à cause de la route. Merci beaucoup, Valérie. Donc, encore une fois, l'équipe, vous avez beaucoup de monde ici qui sont représentés dans l'équipe. Pascal, Éric et moi, en tant que co-responsables du projet. Il y a une coordination incroyable, un très grand soutien qui est donné par l'équipe de l'INSPQ au niveau du soutien des régions à toutes les étapes. Donc, je veux remercier Éric en particulier et Karine pour ce travail-là qui facilite beaucoup le travail, je pense, des collaborateurs régionaux, les coordonnateurs. On en a 3 ici, donc, qui ont bien voulu, dans le fond, à partir des résultats de leur région, nous présenter toutes les retombées, soit au niveau des organismes communautaires ou encore au niveau de la planification que font chacune des régions au niveau de leur activité programme de prévention des surdoses. Puis on voit à quel point, je pense que Nelson nous l'a bien démontré, à quel point ces données-là sont essentielles pour bien comprendre la dynamique de consommation qui peut varier à l'intérieur d'une région, mais même d'un quartier à l'autre ou d'une sous-région à l'autre. Il faut souligner aussi le travail du CTQ, là, qui est le Centre de toxicologie du Québec, qui analyse toutes ces urines, qui fait un travail très important avec nous, et le travail de saisie d'analyse des données qui est aussi fait au niveau de l'Institut. Donc là, j'imagine que vous avez eu assez de temps pour réfléchir à vos questions. Donc, peut-être on pourrait commencer par la salle. Il n'y a pas de questions actuellement. Il y en a une, mais on peut commencer avec la salle. Puis OK. Donc, commençons avec vous. Donc, qui veut se lancer à une première question? On peut. Ah, bien, vas-y, François. Je m'excuse, François, mais est-ce que les gens entendent-ils la question? Oui, c'est ça, on peut répéter ou parler vraiment très fort. Vas-y, François, t'es capable. C'est ma spécialité de parler très fort. J'ai plein de questions. C'était une très bonne présentation. C'était vraiment intéressant d'entendre tout ça. Je me demandais juste, parmi la première question que j'avais, c'était donc on a écrit cannabis dans le screening, mais pas l'alcool, par exemple. Donc, je me demandais peut-être expliquer un peu pourquoi, s'il n'y a pas des enjeux en termes de message de prévention, parce que les interactions entre l'alcool, les benzos, puis l'héroïne en particulier, ou les opioïdes généralement. Qui veut se lancer dans la réponse? On laisse aller. Oui, parfait. Pour vous m'aider. En fait, oui, effectivement, l'alcool n'était pas inclus dans le projet. Puis même, ce qu'on n'a pas mentionné au départ, on demandait aux personnes qu'on recrutait, aux consommateurs, d'avoir consommé une drogue dans les 3 derniers jours, mais excluant le cannabis. Donc, il n'était pas inclus dans le projet, mais comme on avait le résultat de laboratoire, on a décidé de l'afficher, ne serait-ce que sur une base comparative avec les drogues qui étaient davantage la portée du projet. Donc, est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais je vais demander. L'alcool. L'alcool, écoute, rendu là, c'est une autre technique analytique, donc ça multiplie les coûts de façon considérable et ce n'était pas là, dans cette direction-là qu'on souhaitait aller avec ce projet. Il y a un choix éditorial aussi, comme vous avez vu. Moi, j'élimine le cannabis de mes analyses, des substances les plus. Parce que, bon, il ne faut pas oublier aussi, je pense, que l'objectif, si on recule aussi en 2017, était beaucoup axé sur le fentanyl, la consommation à l'insu, et là, beaucoup de tout ce qui est substances novatrices. Donc, on veut le plus vite identifier, je ne sais pas, les nouveaux tazènes, les nouveaux benzos. Donc, oui, il y a une portion prévention des surdoses. Mais je pense qu'on est là aussi pour les substances, mais votre point est bon, mais je pense que ça reste des choix éditoriaux aussi à travers les différentes régions. Donc, on a une question en ligne. Oui, en ligne qui demande
Où pouvons-nous trouver les résultats de la recherche? Je travaille à Sherbrooke et j'aimerais pouvoir ajuster mes interventions à la réalité. Est-ce que les données sont disponibles à quelque part? On a le nom du responsable de la Qui est direction de Simon santé Dancause de la Direction de santé publique de l'Estrie. Parfait. Donc, contactez la santé publique de l'Est. Donc, est-ce qu'on a une autre question en ligne? Oui. Comment devraient s'articuler les stratégies régionales au lieu des stratégies nationales si le modèle one size fit all ne convient pas? Excellente question. Mais, tu sais, je comprends aussi que souvent, les stratégies, ça peut être contre-productif par rapport à une philosophie même de stratégie de santé publique, où on essaye d'englober le plus de personnes en général. Mais je pense qu'avec, en gros, je pense qu'il peut y avoir une idéologie, une philosophie nationale avec des stratégies, comment je pourrais appeler ça, structurelles. Donc, si on parle de digitalisation ou de criminalisation, mais après ça, comment l'appliquer? Je pense qu'on peut l'appliquer régionalement et peut-être même moi au niveau Montréal, on l'a vu, là, où est-ce qu'il faut une salle d'inhalation? Cet endroit-là semble plus, mettons, comment je peux dire ça, fitter, propice à avoir une salle d'inhalation. Celle-là ici, peut-être qu'il faudra avoir injection aussi. Donc là, peut-être mettre plus d'emphase sur les formations, sur les surdoses de cocaïne. Donc, c'est dans ce sens-là. Je veux dire, les stratégies, comme j'ai dit, au niveau structurel et idéologique, peuvent être uniformes. Mais je pense que l'application, par la suite, là, je ne parle même pas de mon collègue ici. Là, lui, il parle de Victo à Trois-Rivières. Là, je veux dire, il ne peut pas, peut-être comme tu te dis à Trois-Rivières, il y a une problématique fentanyl, peut-être à Victoriaville, il n'en a pas. Si tu vas le taper sur la tête et utiliser des ponts, parler de fentanyl à Victo, quand tu n'as pas cette problématique-là, on peut le faire en prévention. On a une question en ligne, mais je vais te donner la parole. On va aller à la salle. Vas-y. Ben moi, super, hein? Moi j'aime ça, ce projet-là. Je le suis depuis le début, bien sûr. Pour ceux qui me connaissent, l'analyse de substance, c'est pas mal mon blabla. Mais je trouve ça vraiment intéressant, mais je vois que les organismes qui ont été ciblés dans toutes les régions, c'est vraiment où il y a de la consommation un peu plus peut-être chronique ou avec des utilisateurs par injection et tout ça. Puis on le sait qu'on a de la consommation ailleurs, chez nos jeunes, dans le festif, dans plein d'autres endroits. Et je me demande, est-ce qu'il y aura des projets aussi où on combinera un peu aller vers le GRIP ou vers d'autres organisations de jeunesse qui ont ces affaires-là? Parce que là, je voyais le Xanax qui ne sortait pas tant. Ben, je veux dire, les isolants ou des affaires comme ça, je me disais, peut-être chez la population plus jeune, on verrait plus, donc ça serait le fun de voir, ou de voir quel benzo sort ici chez nous, puis comparé à d'autres. Dans le modèle qu'on a actuellement, on a une période vraiment ciblée. C'est ça. Donc, il faut que ça fitte aussi avec des dates de bénéfice. Je comprends, mais en même temps, il faut s'assurer que c'est sur une population. C'est différent, mais d'avoir des liens avec tous les programmes qu'il y a aussi en analyse de substances dans le communautaire, comment arrimer ces données-là pour avoir des idées un peu plus au niveau de la prévention, au niveau de la réduction des méfaits, pour qu'on puisse couvrir toute la gang des consommateurs. Une complémentarité, je pense. Non, mais excuse-moi, j'ai comme Non, c'est parfait parce qu'on jasait justement de ça avant de commencer l'activité. Effectivement, il y a une complémentarité entre ce genre d'approche et d'analyser la substance avant consommation. Il y a des choses qu'on observe, par exemple, ici, pour lesquelles on dit OK, pourquoi telle chose? Peut-être que la réponse se trouve dans l'analyse de la substance avant la consommation, parce qu'on s'entend ici dans le temps qui est pas mal mélangé. Oui, tout à fait, pour quand on l'a pris, quand on l'a pas pris. Donc, une complémentarité, si on peut avoir à faire des comparaisons comme ça serait riche. Encore faut-il avoir un ensemble de données aussi appréciables du côté du blockchain. Absolument. Il faut travailler ensemble avec ça. Mais je comprends aussi que c'est sûr que, je parle pour Montréal, c'est vrai qu'on a un lien, nos participants sont des personnes désenfranchies, instabilité résidentielle, un peu comme ce type de caractéristiques socio-démographiques-là. Oui, c'est plus dur. Attraper les personnes, je ne sais pas, les universitaires, ceux qui font parce qu'ils ne vont pas nécessairement on deal avec des organismes. Donc, c'est sûr. Mais je pense, je me rappelle plus c'est quelle région, on disait, donc, on voulait peut-être aller à quel festival et en profiter. Mais c'est sûr qu'en même temps, nous, ce que moi, je trouve de problématique, c'est que tu fais un festival avec du monde qui arrive de partout. On fait des analyses par région. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, ça devient biaisé parce que là, tu as quelqu'un de Montréal qui est à
qui est à Montebello, mais là, ça va rentrer. C'est quoi Montebello, Ottawa? C'est C'est comme l'Outaouais, tu vas voir, je sais pas, tout d'un coup, 100 participants qui viennent de Montréal. Tout à fait, mais ça c'est Ouais. clair, mais tu sais, comme Marianne est là aussi, on a un comité, le Project Group, qui est vraiment plein d'intervenants et d'organismes qui travaillent en festif. Ils sont rendus beaucoup plus que juste le grid. Ouais, mais C'est pas une quinzaine on va travailler avec d'organisations. vous au prochain. Non, mais c'est parce On va qu'il y prendre. y a plein de choses Ouais. qui se font au Québec, ailleurs, avec d'autres populations, puis les jeunes aussi, Ouais. parce que tu sais, je travaille beaucoup avec des maisons de jeunes ou d'autres places, puis ils me parlent de cette consommation de Effectivement. Mais je sais, c'est des jeunes. C'est sûr que ce que je l'ai dit, c'est que c'est sûr que c'est des limites du projet. Ouais. Oui, il y a des limites du projet. Le projet a des limites. On ne s'est pas étendu là-dessus parce qu'on n'avait pas le temps. Mais c'est sûr que c'est comme tu disais, François, pourquoi on n'a pas ciblé l'alcool, pourquoi on a. Il y a plein de choses, mais à un moment donné, il faut Mais quand on veut une stratégie nationale ou des stratégies sur la prévention d'autres projets tout complémentaires. c'est ça. Il faut parler ensemble et trouver nos moyens. Mais je pense que c'est des discussions qu'on va pouvoir continuer. Puis il faut voir que chacune des régions aussi cible les organismes communautaires avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. C'est quand même un travail de collaboration et tout, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas avoir une sous-étude ou des sous-études avec des populations ciblées. Là, on a une question en ligne, mais je ne suis pas certaine de la comprendre. Ben, je pense que c'est en lien avec l'alcool. On vient d'en parler un peu, mais la question, c'est quand on a demandé pourquoi exclure l'alcool, est-ce que c'est parce qu'il n'y a aucun doute que c'est l'alcool qu'on a consommé? Donc, c'est vraiment de l'alcool que j'ai pris, comparativement à la drogue où c'est plus de... C'est sûr que la concordance, ça va être sûrement de 100%. Mais je veux dire. Oui. Ouais. Puis pour revenir à ça, dans le fond, l'objectif initial du projet, quand on a commencé à Montréal, c'était les drogues, mais c'était les drogues du marché noir. puis le cannabis, oui, c'est ça. principalement le fentanyl qu'on ciblait. C'est Exact. sûr que tranquillement, on a élargi, puis ayant abandonné la bandelette qui était utilisée dans le projet en Colombie-Britannique pour prendre l'ensemble des substances qui vont être testées en labo, on a comme monté d'une coche, mais en même temps, on ciblait la consommation de substances. Puis continuez-vous avec les autres villes à travers le Canada? Bien, le projet financé au Canada, il y avait la dernière, je pense que 2021, c'était la dernière année de collecte avec le BC. Il y a eu dans le cadre de la collecte en 2021. Mais là, on a comme divergé. Oui, pas divergé, mais plutôt que d'être dans le projet canadien, on a préféré s'investir dans le projet régional du FOC, couvrir plusieurs des régions du Québec. Très bonne idée. Mais eux étaient tristes qu'on parte. Mais ce qui est bien de le fentanyl, c'est que ces analyses de concordance-là, puis ça remet en cause certaines, ce que j'appelle légendes urbaines. Tu sais, souvent, on a fait, oh, il y en a dans le pot, il y en a dans le cocaïne, mais là, nous, on peut faire la concordance, on se rend compte, comme pour Montréal, le crack, oui, c'est statistiquement significatif, mais comme élément protecteur. Donc, de l'autre côté, fait que si tu consommes du crack, tu n'as vraiment pas beaucoup de chance. Fait que ça, puis si jamais ça sort à un moment donné, on va pouvoir faire, de dire, hey, cette année, on a eu, je ne sais pas moi, combien d'échantillons de personnes qui n'ont pas dit de consommer d'opiacés, juste du crack, il y avait du fentanyl dedans, ou du cannabis. Donc, je pense que ça sert beaucoup à ça aussi, relativiser certaines infos qui peuvent circuler. Je peux ajouter juste une dernière affaire sur ton MDMA, parce que ça, c'est intéressant que ça sorte aussi avec la population que vous avez. Mais je le sais que sur le terrain, en ayant. La MDMA est souvent consommée avec le speed, souvent coupée ensemble, et un speed aussi. C'est une pratique assez courante au Québec avec les personnes qui consomment le MDMA, de prendre aussi des méthamphétamines. Donc, c'est probablement pour ça que vous l'avez dit aussi. Mais la consommation rapportée de MDMA est marginale. Et marginale, oui, je sais. Mais de qu'est-ce que parmi parmi ces eux, personnes-là, on le retrouve. on retrouve la souvent. méthamphétamine. On la aussi. met, ça C'est se peut. ça. Ça ne veut pas dire que c'était contenu dans ce qu'ils ont. Dans Non, la puis la MDMA, MDMA, c'est il y a une partie méthamphétamine. Mais ce qu'on a Mais il ajoute trouvé, aussi. si c'était vraiment, s'il y avait de la MDMA dans tous ces comprimés-là, ça reste carré fort. Or, on en a trouvé dans seulement 41% des urines. Donc, il n'y a pas toujours de MDMA dans les pesticides. Et donc, c'est pour ça que c'est le fun de faire du testing avant aussi sur la Oui, puis je pense qu'on peut dire que c'est corroboré par les analyses du laboratoire de Oui, Santé ouais. Canada. Ça fait très, très, très longtemps, ça doit faire quasiment 20 ans, 15 ans que sur les analyses des drogues, on fait un projet là-dessus qui est vendu comme l'ecstasy la majorité du temps. C'est de la même.
Il nous reste une petite minute. Là, je ne sais pas s'il y a encore une autre question. Je comprends qu'on a un bel échange, mais je ne sais pas si laisser la chance. Oui, vas-y, Rachel. Pour avoir travaillé en festif avec les jeunes, je faisais sur le carton, je me rappelle plus ce qu'il avait fait là, avec les pilules. Les photos. Ah, les photos. Très vieux. Ouais. Mais qui donnait une bonne idée, mais ça parlait plus aux jeunes parce que c'était plus adapté avec la consommation ou ce qu'ils voyaient dans la cour. Mais c'est un outil d'intervention hyper puissant. Je ne sais pas si à partir de ce que vous avez comme données, ça peut être refait ou je ne sais pas si dans votre camp ou si dans le. Je pense que c'était des outils de la GRC. La GRC. C'est ça, ouais. Il y en a un dans la sécurité publique, provinciale, et un qui était. On pourrait y réfléchir comme outil d'intervention, mais tu sais, actuellement, par exemple, dans le Xanax, on peut retrouver une longue liste de choses différentes. Fait que, Ça évolue rapidement. oui, c'est ça. Oui, je comprends. C'est noté. On va y réfléchir. Ben oui. Les notes, là, tu sais, ça c'est intéressant, même si ce n'est pas la même méthode, là, je veux dire, c'est super intéressant de Ça me donne comparer un les plus grand données d'analyse de ouais. substances. C'est pas les miennes, parce que moi, On a dépassé notre temps. Alors, je donne la parole à Valérie qui va dire le mot de la fin. Je suis désolée, j'ai la tâche la plus ingrate pendant le sommet depuis hier, mais c'est de couper les gens et de dire que l'atelier est terminé. Donc, de se sortir pour faire une préparation de la